Merci. Jérôme, merci d'être parmi nous. Qu'évoque pour vous la mémoire de Yitzhak Rabin, disparu il y a presque 30 ans? Merci, bonjour à toutes et à tous. Carole Delga et les rencontres de Bram m'ont demandé de dire quelques mots sur Yitzhak Rabin et je vous remercie sincèrement de l'honneur que vous me faites en me permettant de m'exprimer devant vous. En effet, il y a 30 ans, à l'automne 1995, c'était un 4 novembre, sur la place des rois d'Israël, 3 balles tirées par Yigal Amir emportaient non seulement la vie d'Yitzhak Rabin, mais fracassaient l'espoir de paix de toute une génération de Palestiniens, d'Israéliens, mais aussi de militants sincères de la paix à travers le monde. Cette place, à Tel Aviv, porte désormais son nom, mais le rêve qu'il incarnait n'a jamais semblé aussi lointain. Ici, nous sommes toutes et tous des enfants orphelins d'Oslo, de cette poignée de main historique entre Yitzhak Rabin et Yasser Arafat sur la pelouse de Washington à la Maison-Blanche le 13 septembre 1993. Notre génération a grandi avec l'espoir d'une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens. Une paix qui allierait la création d'un État palestinien et la reconnaissance pleine et entière d'Israël par le monde arabe. 30 ans après, nous en sommes là. Ce rêve demeure inachevé. Mais il doit plus que jamais rester notre horizon. L'abandonner, c'est abandonner ce que nous avons de plus humain en nous et c'est trahir d'une certaine manière le combat d'Yitzhak Rabin. Regardons où nous en sommes aujourd'hui avec la lucidité inévitable. Après 15 mois de guerre dévastatrice à Gaza, qui a fait des dizaines de milliers de victimes, plus de 60 000 morts à Gaza, plus de 146 000 blessés, des chiffres qui glacent le sang et qui nous rappellent cruellement à quel point la vision de Rabin est abandonnée aujourd'hui. Rabin, ce soldat devenu artisan de la paix, avait compris une réalité fondamentale. On ne fait pas la paix avec ses amis, on la fait avec ses ennemis. Il avait eu le courage de serrer la main de celui qu'il avait combattu durant tant d'années, parce qu'il savait qu'il n'y a pas d'alternative à la négociation et que la sécurité d'Israël passait aussi par la création d'un État palestinien. Son assassin a voulu tuer cette sagesse, nous ne devons pas le laisser réussir. C'est la raison pour laquelle nous soutenons la décision d'Emmanuel Macron de reconnaître l'État palestinien. C'est un acte nécessaire, évidemment, mais pas suffisant. Il s'inscrit dans la lignée. Oui, vous avez raison d'applaudir le président de la République. Ce n'est pas tous les jours que nous avons l'occasion de le faire, mais sur ce terrain-là, nous le faisons sans aucun mais, car il pourrait y avoir des codicilles qu'il soit posés, mais il fallait exercer cette pression et le faire avec cette clarté et cette lucidité. La clarté, elle nous impose aussi de nommer les faits sans faux fuyant. Le 7 octobre 2023 a été un pogrom antisémite au XXIe siècle et le plus grand pogrom depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un acte de barbarie terroriste perpétré par le Hamas, visant délibérément des civils israéliens pour détruire toute perspective de règlement politique. Rien ne justifie ni ne relativise ce crime. Aujourd'hui, nous le disons avec force, la priorité absolue demeure la libération de tous les otages. Mais dans le même temps, la réponse militaire israélienne, dans son ampleur démesurée et ses conséquences humaines, a provoqué un désastre pour la population civile palestinienne, prise en otage d'une double violence, celle du Hamas et celle des bombardements. Cette spirale nourrit la haine et éloigne la paix. Les crimes de guerre commis par le gouvernement de Benyamin Netanyahou nous révulsent. Et comme Elias Sambar, comme Elie Barnavi, ces massacres doivent cesser le plus tôt possible. Le courage de la nuance, celui qu'incarnait Rabin, c'est de tenir une ligne claire, sans céder aux pressions. Condamnation ferme du terrorisme, exigence du retour des otages, refus de l'occupation et de la colonisation en Cisjordanie, condamnation du gouvernement de suprémacistes et de racistes autour de Benyamin Netanyahou, cessez-le-feu durable et protection des civils palestiniens. 30 ans après sa mort, l'héritage de Rabin nous interpelle. Lui qui déclarait « Il faut prendre des risques pour la paix ». Il nous montre la voie, car l'alternative à la paix négociée, nous la voyons aujourd'hui, elle a un nom. Elle s'appelle l'engrenage sans fin de la violence. Nous tous ici à Bram, nous qui portons les valeurs de la gauche,
nous qui croyons en la justice et en l'égalité, nous qui croyons dans le droit international, nous avons une responsabilité particulière, celle de refuser les simplifications, les manichéismes manipulés par certains qui ne veulent qu'une chose, importer le conflit, diviser nos rangs, semer la confusion dans les têtes et détruire les idées communes de la gauche. C'est quoi les idées communes de la gauche? C'est de porter haut et fort la solution à 2 États, seule issue viable à ce conflit. Celle-là même, et Carole Delga l'a rappelé il y a quelques jours, celle-là même que François Mitterrand défendait à la tribune de la Knesset dès 1982. En mai dernier, avec les guerrières de la paix, avec Anna Assouline qui va intervenir dans quelques instants, j'étais en Israël et en Cisjordanie, au kibbutz de Be'eri, victime des attaques du 7 octobre. Nous avons échangé avec Jonathan Zeigen. Il est le fils de Viviane Silver, une militante de la paix qui accueillait chaque semaine dans son kibbutz des Palestiniens de Gaza. Elle a été massacrée le 7 octobre. Et ce fils meurtri, il a prononcé ces paroles que je n'oublierai jamais. N'importez pas le conflit chez vous, exportez-nous des solutions pour la paix. Ces mots résonnent comme un écho à la sagesse de Rabin. Face à ceux qui veulent diviser, semer la discorde, nous devons exporter des solutions, pas importer des haines. Comme Rabin l'avait compris, la paix exige du courage politique, le courage de dire non aux extrêmes des 2 bords, le courage d'affirmer qu'Israéliens et Palestiniens ont un droit égal à vivre en sécurité sur cette terre, le courage de croire encore que le dialogue et la négociation peuvent triompher de la haine et de la vengeance. Mais aujourd'hui, hélas, les héritiers politiques de l'assassin de Rabin, ils sont au pouvoir en Israël. Smotrich, l'un des ministres de Netanyahou, avait exprimé, tenez-vous bien, son admiration pour Yigal Amir, le meurtrier de Rabin. Voilà où mène l'extrémisme, du meurtre politique à la participation au gouvernement. C'est à dire à quel point nous sommes éloignés de l'héritage de Rabin. Depuis 25 ans, je me rends en Israël, en Cisjordanie et à Gaza. J'y ai rencontré des Palestiniens et des Israéliens engagés dans le dialogue, qui refusent la fatalité de la guerre. Ces femmes et ces hommes de paix existent toujours. Ils sont la preuve vivante que l'espoir de Rabin n'est pas mort avec lui. Je termine, mes amis. Ce soir-là, le 4 novembre 1995, sur cette place des Rois qui porte aujourd'hui son nom, vous vous rappelez peut-être de cette image, Rabin chantait dans cet énorme, le plus grand rassemblement pour la paix en Israël à cette date. Il chantait faux, terriblement chaud, terriblement faux. Mais les paroles étaient justes et elles étaient prémonitoires dans ce Shir la Shalom, ce chant pour la paix. C'est un chant qui fait parler les morts, ironie terrible. Et ces paroles disaient cela: personne ne va nous ressusciter, nous faire revenir des profondeurs obscures. Ne serviront à rien ni les chants de la victoire militaire, ni les louanges religieuses. Ne dites pas « un jour viendra », faites venir ce jour. Alors oui, mes amis, ne disons pas « un jour viendra », faisons venir ce jour. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons être les héritiers de Rabin, les héritiers de son courage, de sa détermination, de sa foi inébranlable en la paix. Et je vous demande maintenant, par vos applaudissements, de rendre hommage à la fois à Yitzhak Rabin, aux victimes du 7 octobre et aux civils palestiniens massacrés aujourd'hui.